Et Yann Piette, à l'époque Nicolas Dolto, est tombé sur mes articles que j'écrivais à l'époque pour un petit journal en ligne féminin et il m'a demandé de travailler pour lui. Et Ah c'est comme oui? ça que par contre j'ai eu un mec qui m'a menti et oui, ça a créé un malaise qu'il a fallu dépasser par la suite. Et ça, Vas-y, raconte un peu comment ça s'est fait. les gens qui me connaissent de près le savent que je préfère sortir avec un homme brillant. Attends, je te coupe 30 secondes. Ça veut dire qu'un mec qui est pas beau du tout, qui fait 120 kilos, mais son intellect est ouf, ouais, tu peux sortir avec, faut que tu sois honnête là. Hein. Alors, non, il y a une différence. C'est-à-dire que Donc tu faisais des coachings sur le sur le terrain. terrain, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu faisais? T'envoyais les mecs aborder des nanas? On avait donc des nanas et on se disait elle là-bas va la voir, elle là-bas va la voir, j'ai pas envie, pas la voir j'ai dit. Et on écoutait, ils avaient des oreillettes. Salut Lula, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai vu une vidéo complètement délire de toi. J'ai vu aussi que tu avais d'ailleurs ta propre chaîne YouTube. Et je suis, elle traite de la même thématique que moi. Elle est suffisamment folle pour que je puisse la contacter. Et je pense que on peut vraiment passer un très très bon moment. Pour me faire comprendre, je vais m'aider de mon assistant ici présent. Je vous présente Francis. Francis va être mon compagnon pendant tout cet épisode. Je sens qu'entre lui et moi, c'est déjà le début. Donc voilà quoi. Ça me touche, merci beaucoup et ça me fait super plaisir, merci de m'avoir sur ta chaîne, c'est vraiment chouette. Et quoi que j'ai fait sur cette vidéo, je sais pas ce que j'avais ingurgité ce jour-là, je ne sais pas ce que j'ai pris ce jour-là, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu avais écrit tout ça ou est-ce que c'est sorti spontanément? Non, je suis très spontanée dans mes vidéos en règle générale, j'ai un script avec ce que je dis et puis il y a toujours un moment de toute façon où je pars en vrille, effectivement. Après c'est des vidéos qui datent il y a 7 ans, Ouais. j'étais quelqu'un d'autre, mais oui, je me prends pas au sérieux sur mes vidéos. De toute façon, si t'as des questions, t'hésites pas. Je pense que ça va être un bon moment. Toi, t'es tombé dans le domaine de la séduction, j'ai l'impression depuis hyper longtemps, dans une boîte qui s'appelait, de ce que j'ai vu en tout cas sur une chaîne qui s'appelle Morning Kiss, si j'ai bien compris. Alors, en fait, je suis dans le milieu de la séduction depuis 13 ans maintenant. Mais Ah ouais. oui, j'ai travaillé il y a 7-8 ans pour Morning Kiss pendant quelques années, effectivement. Comment t'es rentré là-dedans? Comment ça t'est tombé ce truc-là? Je vais faire comme tous les connards du cinéma. Ce n'est pas moi qui ai choisi la carrière du cinéma, c'est le cinéma qui m'a choisi. C'est un peu ça. Bah, en fait, j'ai toujours été intéressée par les relations de femmes, j'ai toujours été fascinée par ça depuis toujours. Je me suis toujours dit, mais comment ça marche? Ouais. Il y a des gens, ils se connaissent pas, ils ne se sont jamais croisés, après ils se voient et il se passe quelque chose qui fait qu'entre le moment où ils reconnaissent l'existence l'un de l'autre et le moment où ils échangent des fluides corporels, il y a tout un tas d'étapes qui se passent et moi je veux savoir lesquelles parce que je galère. Donc, première chose que je voulais, c'était savoir comment on fait. Bah déjà pour mon intérêt personnel, on va dire la vérité. Ah oui. Et, beaucoup de coachs font ça. Je veux dire, au bout d'un moment, on va dire la vérité. Beaucoup de coachs démarrent dans le domaine du coaching parce qu'ils ont envie d'acquérir une compétence dont ils ont reconnu la nécessité parce qu'ils en ont eux-mêmes manqué. Du coup, ça peut les rendre très doués par la suite. Ils peuvent acquérir une compétence qui les rend très doués. Et sur le chemin, quand tu apprends des choses et que c'est plutôt intéressant, bah, t'as envie de les donner. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur Internet sur le thème de l'amour. Et Yann Piette, à l'époque Nicolas Dolto, est tombé sur mes articles que j'écrivais à l'époque pour un petit journal en ligne féminin. Et il m'a demandé de travailler pour lui. Et Ah c'est oui. comme ça oui. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu du coaching. Mais quel scoop! Je savais pas que j'avais travaillé avec Yann Piette. Pas du tout. Ah bah non, D'accord. là, je connais pas ton pédigré, je connais pas ton parcours et tout, donc non mais c'est intéressant. Et après, j'ai fait de la radio et puis j'ai commencé ensuite avec Morning Kiss en tant que coach sur le terrain. Mais avant ça, j'écrivais, je théorisais, je travaillais dans le milieu du coaching avec des coachs qui du coup m'enseignaient en fait justement leurs enseignements, etc. Et il était comment? Alors du coup, toi, tu savais qu'il s'appelait Yann Piette à l'époque alors? Bien sûr. J'étais dans son forum à l'époque, le Pass, comme il appelait ça. Et tout le monde l'appelait Nicolas. Je l'ai même vu en soirée, les gens l'appelaient Nicolas. Enfin, personne l'appelait Yann en fait. Et comment il est en fait ce mec là dans la vraie vie? Comment toi tu le définirais? Parce que du coup, c'est des personnages de chaîne, mais Pour te dire, la dernière fois que je l'ai vu en vrai et que nous avons discuté, c'était il y a peut-être 9-10 ans, 8-9-10 ans, d'accord? Entre-temps, il est peut-être devenu quelqu'un d'autre. Je ne peux pas dire que je le connais. Donc, quel genre d'homme il est en vrai? Je ne sais pas parce que, entre-temps, je présume qu'il a évolué en tant qu'individu. non, mais à l'époque, comment il était quoi? professionnel. C'était quel type de personne? Il donnait d'excellents conseils, ça c'est sûr. Il est la personne qui m'a vraiment initiée au coaching et qui m'a mis les pieds à l'étrier en ce qui concerne le domaine du coaching, donc, et qui a pour le coup fait éditer mon premier livre. Pour ça, je lui suis reconnaissante. Il était très pro, il avait le sens du détail et c'était quelque chose de bien. Donc t'as sorti un livre? 2, mais oui, j'en ai sorti un qui a été édité par l'entreprise SED qui était à l'époque celle de Nicolas Dolto. Ils ont édité ce livre. Ok. Et donc t'as sorti 2 livres, tu dis? Oui, et un autre qui s'appelait Mesdames, Trouvez la bonne, et ça a été avec une autre entreprise avec laquelle, pareil, j'ai délivré du contenu. Donc c'est quoi le titre des 2 livres là, dis-nous? Ils sont toujours disponibles ou pas?
Non, ils ne sont plus disponibles, ça date d'il y a assez longtemps. Le premier, enfin, ils sont encore visibles sur Amazon, ce que les hommes attendent des femmes, ils ne leur diront jamais. Et le second, c'était trouver la bonne. Ok, ça, on met Lula Morales sur Amazon et on trouve tes normalement, livres. on trouve mon livre. En tout cas, le premier, oui. D'accord, ok, intéressant. T'as un parcours bien riche hein, quand même. Hein. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ah bah si ça te fait plaisir, je retire. Ouais, Ah d'accord, donc toi, t'as décidé que ma journée, avait trop bien commencé. Mon t-shirt n'avait pas encore de taches, j'avais pas encore foutu du café partout, mon brushing était encore à peu près correct. T'as dit non, va lui défoncer sa journée. Ben oui, parce que c'est comme ça qu'on doit faire, parce qu'après vous prenez la confiance, les femmes. Alors, si tu veux t'en prendre à une femme, son âge, son poids, et le fait que toutes ses copines ont des mecs meilleurs que le sien, oh, putain, mais faut tout apprendre à toi. Est-ce que demander l'âge à une femme, c'est quelque chose qui se fait, tu penses? Ça dépend si elle fait plus jeune que son âge. Parce que je vais te dire, alors ça, c'est pas mon avis de coach qui parle, là, c'est la femme qui va avoir 38 ans dans 6 semaines, ok? Quand une femme a bien vieilli et que tu lui demandes son âge, elle te fait te vide parce qu'elle sait que tu vas donner un âge plus jeune que le sien, elle va faire. Ah, franchement, non, ça dépend. Hein. La majorité du temps, les nanas, elles disent, bah, ça se demande pas. Ça, même si elles sont plus jeunes. J'estime qu'elles ont pas bien vieilli. Non, mais tu sais, il y a une histoire de bonne éducation, on va dire, ça se fait ou ça se fait pas. Typiquement, demander l'âge aux femmes, souvent, ça ne se fait pas. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Donc, je voulais savoir. Toi, tu dis quoi? En fait, je sais qu'il y a une différence entre ce qui est éthique et ce qui est logique. Alors, sur le plan de l'éthique, effectivement, on ne demande pas à un homme son salaire et on ne demande pas à une femme combien est-ce qu'elle pèse ni son âge. Mais je pense que ce sont des choses qui sont devenues assez archaïques parce que, en réalité, d'une part, l'âge est quelque chose de complètement immuable. Alors oui, encore une fois, c'est une étiquette, mais je pense que c'est ajouter un tabou autour de l'âge que de ne pas pouvoir donner son âge. Je pense que c'est ajouter des tabous inutiles. Et du coup, moi, quand on me demande mon âge, ça me pose absolument aucun problème de répondre. Vraiment, je dis, j'ai 37 ans, je vais sur mes 38. Et ça fait déjà maintenant 5 ans que je pense en me disant, t'es plus proche de la quarantaine qu'autre chose. Ok, très bien. Et après, c'est aux gens de faire la paix avec leur âge, en fait. Je veux dire, je ne juge pas les gens qui sont pas à l'aise avec leur âge, mais je pense que c'est s'ajouter un complexe supplémentaire et c'est s'ajouter un tabou supplémentaire qui va te mettre dans un sale état. Parce que si quand on te demande ton âge, qui est quelque chose d'immuable, la réponse te met mal à l'aise ou la perspective de répondre te met mal à l'aise, et là, je ne dis pas que les gens sont trop fragiles, juste pour moi, je pense que cela relève d'un complexe ou d'un tabou qu'il faut regarder en face et il faut apprendre à être OK avec son âge et avec où on en est dans sa vie, dans son âge en fait. Et créer un tabou autour de l'âge et notamment autour de l'âge des femmes, pour moi, c'est admettre qu'une femme plus âgée a moins de valeur qu'une femme plus jeune. Et il est là le souci. C'est des histoires de principe. Moi, je dis souvent, en fait, les femmes, elles ont du mal à assumer leur âge. Donc, pour moi, quand une nana me dit, bah, ça se fait pas de demander son âge, je leur dis généralement, bah, si, ça se fait. Pourquoi? Bah non, ça se fait pas. Je fais pourquoi t'assumes pas ton âge ou quoi? Et là, généralement, ça bloque. Bon, après, ça, c'est quand j'ai envie de clasher. Hein. Après, je peux le dire avec le sourire aussi. Ça dépend. À titre personnel, je pense que ne pas être à l'aise avec le fait de donner son âge, enfin, je pense que c'est un révélateur d'un problème ou d'un questionnement ou d'un complexe ou d'un tabou qu'il faut regarder en soi. C'est mon avis. Mais je comprends, enfin, je suis peut-être un peu moins directe que toi, mais j'ai toutes les femmes qui sont mal à l'aise avec leur âge ou les hommes qui mentent sur leur âge ou qui sont mal à l'aise avec leur âge. Je m'enquière de vos complexes et donc je pense que vous seriez plus heureux à faire la paix avec votre âge et où vous en êtes dans votre vie à votre âge en fait. Tu vois, pour le coup, moi je trouve que autant les femmes, elles sont beaucoup plus souvent mal à l'aise avec leur âge passé un certain âge. Parce qu'à 20 ans, tu demandes à n'importe quelle nana quel âge t'as, elle va te dire bah j'ai 22, y a pas de problème. À 40 ans, elle va pas trop te le dire. Les mecs, ils mentent sur leur âge pas parce qu'ils sont pas à l'aise avec leur âge, parce qu'ils essaient de maximiser les chances de sortir avec une plus jeune et que s'ils réduisent le chiffre, ils sont complètement à l'aise avec leur âge, en fait, beaucoup plus que les femmes. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Mais par contre, ils mentent pour leur donner beaucoup plus l'occasion de sortir avec une nana plus jeune. Alors, je vais te dire la vérité. Oui, si tu vises des femmes plus jeunes et avec lesquelles tu ne vises pas une relation sur le long terme, mentir sur ton âge, si tu peux te le permettre, je comprends que les hommes le fassent. Je ne l'invite pas pareil, je ne recommande pas de faire ça. Je pense que c'est pas se mettre dans de bonnes dispositions. Pourquoi? Parce que peut-être qu'effectivement, tu vas potentiellement attirer soit d'une part des femmes plus jeunes que toi, avec qui l'écart d'âge pourrait être un problème. Donc admettons que tu as 43 ans et tu dis que tu en as 35 et tu te retrouves à te taper une gamine de 25 ans. Peut-être qu'effectivement, si elle savait ton véritable âge, il y aurait de sa part un blocage, mais dans tous les cas,
C'est soit elle va découvrir la réalité plus tard et elle va être déçue par la réalité parce que du coup, tu vas te retrouver, tu vas créer dans le futur en fait une situation et un malaise à venir avec une étape d'appréhension qui risque de devenir un obstacle par la suite. Ou alors, la femme que tu as en face de toi avale tes couleuvres et à ce moment-là, elle est en train de te montrer un manque de jugement et une capacité à se faire berner qui fait que instantanément, elle va perdre une partie de son respect à tes yeux. Et donc, dans tous les cas, mentir sur son âge, même quand on a un homme, c'est torpiller une relation future. Si une femme n'est pas prête pour sortir avec un mec de 20 ans de plus qu'elle, laissez-la ne pas sortir avec un mec de 20 ans de plus qu'elle. Si elle n'a pas envie de coucher avec un mec de 20 ans de plus qu'elle, laissez-la ne pas coucher avec un mec de 20 ans de plus qu'elle. Elle a son père pour ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Mais t'as connu ça, toi, des mecs qui forcent? Des mecs qui mentent, oui. J'ai été une jeune fille qui sortait avec des mecs de 11 ou 13 ans de plus qu'elle. Bon, bah, j'étais au moins au courant, tu vois. J'étais tranquille. Par contre, j'ai eu un mec qui m'a menti et oui, ça a créé un malaise qu'il a fallu dépasser par la suite. Et ça... Vas-y, raconte un peu comment ça s'est fait. Bah, on s'était rencontrés à l'époque sur Adopt un mec. Ok. Bah, c'est exactement Attends, j'avais quel âge à l'époque? J'avais 24, 25 peut-être. Et lui, il avait 43. Il avait un fils qui était adolescent et il me l'avait dit qu'il avait 35 ou 37. Ok. Et effectivement, il s'est retrouvé à devoir me l'expliquer plus tard. Et ça a créé un malaise et ça a créé un souci. Comment il l'a fait? Comment il a clarifié, comment il a dit la vérité là? Il me l'a dit en date. Alors, il avait été très transparent, mais c'était un homme à l'époque qui était très... C'était pas un bon exemple dans le sens où il avait un petit côté connard assumé. Je sais pas si t'es à l'aise avec le fait que je dise des gros mots sur ta chaîne. Ah oui, vas-y. Bon, alors, on va se faire plaisir. Il avait un petit côté connard assumé. J'étais très jeune. Je pense qu'il ne prenait pas notre relation au sérieux à juste titre. Et donc, il avait clairement dit un jour, « Ah non, mais si tu es pris en train de tromper... » Ni jusqu'à la dernière seconde, ni. Genre, il avait ce côté comme ça, très connard assumé. Donc, tu me fais, bon, en fait, je te dis la vérité, j'ai 43 ans et c'était pour me donner la chance de choper des filles qui sont plus mon style et plus jeunes. Il te l'a dit comme ça droit dans les yeux? Littéralement, il m'a dit littéralement ça comme ça dans les yeux. Tu dis en date ou après avoir couché? Non, il m'avait dit ça en date, mais ça a créé un malaise. Après, il était quand même assez intéressant, on s'entendait bien et du coup, je me suis dit, bon, si c'est un premier mensonge sur lequel il me ment, mais après, tu sais, c'est comme avec la grenouille dans la bouilloire d'eau chaude. Ça a commencé par en fait, désolée, j'ai 43 ans, moi. Bon, tu m'as dit la vérité en date. Ok, je peux comprendre. C'est juste pour l'algorithme d'adopte un mec. Très bien, ok, ça se comprend. Puis en fait, j'ai un fils. Bah, et s'il te dit il a 43 ans, derrière, les probabilités qu'il soit papa, elles sont vachement élevées quand même. Vrai, mais moi, à l'époque, j'étais relativement jeune. Et c'est aussi... Alors, cette expérience-là n'a pas été la seule en ce qui me concerne, parce qu'il y a aussi des choses que j'ai vues ensuite en tant que coach. Mais cela a été une petite leçon pour moi, qui a été de dire, ok, les écarts d'âge à un certain âge, ça ne marche pas parce que... Et puis même après, en grandissant, j'ai fini par comprendre que c'était quoi le problème de ces mecs de vouloir se taper des gamines de 20 ans. Et puis j'étais même pas particulièrement bien gaulée en plus, hein. C'est pas comme si j'étais une très belle jeune femme de 20 ans. Non, 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 non. J'étais une espèce de petite patate gaulée comme une bouteille de Perrier, comme ça, mais en jaune. Orangina en fait. T'étais grosse avant? Oui, ah, je suis une ancienne fille en surpoids. Et donc j'étais une petite nana... un petit peu, j'étais pas très bien foutue, j'avais mon lipodème qui était, mais alors, petite patate qui mangeait que de la pizza et du Coca-Cola. Et du coup, ben, je me disais à la rigueur que tu veux te taper, enfin, si tu croises une très très jolie jeune femme de 20 ans, je me dirais ok, mais une jeune femme de 20 ans très quelconque, je me dis, mais au final, qu'est-ce que tu veux si c'est pas un physique de rêve? Et effectivement, ce mec-là était intéressant, mais il y avait ce rapport un peu d'inégalité sur le plan des arènes de la vie où t'en es, parce qu'à 20 ans, t'en es pas au même stade de ta vie déjà qu'à 40, et en plus de ça, clairement, sur le plan mental et intellectuel, le rapport n'était pas égal. Et bah, en grandissant, quand t'es une jeune femme, tu comprends, tu fais, mais en fait, il manquait quelque chose en termes d'interaction, en termes de stimulation intellectuelle de sa part. Et tu regardes après ces hommes avec d'autres yeux quand t'as fini de sortir avec eux et que toi, ton cortex préfrontal s'est fermé, en fait. D'autres yeux, tu veux dire des yeux plus critiques, plus négatifs? Exactement. Parce que toi, tu dis à un moment donné, t'as dit dans ta phrase, c'est quoi leur problème à vouloir sortir avec des plus jeunes? Donc pour toi, dans ton esprit, c'est un problème. C'est pas que c'est un problème, c'est que je me disais, si à l'époque, tu visais des femmes comme moi qui clairement n'avaient pas la maturité pour d'une part sortir avec un mec de 40 ans, pour être stimulante intellectuellement pour un mec de 40 ans, avoir des choses avoir des sujets de conversation avec un homme de 40 ans, ou même être en mesure, et là je te le dis parce que moi du coup, ben, d'une part je vais avoir 40 ans et ensuite je côtoie des gens qui sont dans leur vie et qui ont des vies de quadragénaires. La vie de quadragénaire, si tu vas entrer dans la vie d'un homme quadragénaire qui est probablement divorcé, qui a des enfants, qui a des vrais problèmes, je veux dire quand t'as 25 ans, ton plus gros problème
problème potentiellement, c'est t'as un job, dans ton responsable qui te saoule un petit peu et ton colocataire qui finit tes danettes dans le frigo. Quand t'as 40 ans, ton problème, c'est la garde partagée des enfants, la taxe foncière, ton ex-femme qui potentiellement te mène la vie dure et qui t'engueule au sujet des vacances, etc. Enfin voilà, il y a des problématiques que quand t'as 25 ans, quand tu peux pas rentrer dans la vie d'un homme de 45 ans et les gérer, t'as pas les armes pour les gérer. Et du coup, quand tu es une jeune femme qui sort avec ce genre de mec, au début, et moi je suis très stimulée mentalement par les hommes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui diraient que je suis sapiosexuelle. Alors je sais pas si je suis sapiosexuelle. Sapio? Sapiosexuelle. Tu as déjà entendu ce terme? Jamais. Sapiosexuelle, c'est en gros le fait d'être... Attends, je vais te donner la... Ah, tu sais pas toi-même? Ah si, je sais. Oh, bravo! Ah bah oui! Une très exacte définition. Ah bah bravo! Alors, je sais ce que c'est, mais je préfère te donner la vraie définition. La sapiosexualité est une préférence sexuelle. Une personne sapiosexuelle est une personne qui est attirée par quelqu'un en fonction de son intelligence et non pas de son apparence physique. Voilà. Moi, Mais je suis... Pourquoi on voilà, a créé un terme pareil? C'est complètement... c'est absurde. pour que des petites nanas puissent Oh justifier là. sortent avec des mecs qui sont pas très beaux. C'est comme les termes cisgenre et toute la clique, là, faut toujours qu'on essaie de de charcuter, d'essayer de créer de nouvelles sections, de nouveaux segments. Ça n'a pas de sens. Moi, quand je suis dans mes petites soirées avec mes copines et je dis « Ah non, mais moi, je suis complètement sapiosexuelle », et on me prend beaucoup plus au sérieux. Ah non, bon? Non. Ah ouais. C'était... Mais voilà, en gros, moi, je suis très intéressée par l'intellect des mecs et je suis plus attirée par l'intellect d'un mec que par son physique, vraiment, littéralement. Les gens qui me connaissent de près le savent que je préfère sortir avec un homme brillant. Attends, je te coupe 30 secondes. Ça veut dire qu'un mec qui est pas beau du tout, qui fait 120 kilos, mais son intellect est ouf, ouais, tu peux sortir avec. Faut que tu sois honnête là. Hein. Alors, non, il y a une différence. C'est-à-dire que si tu me dis, là, j'ai face à moi, j'ai le choix entre un mec physique parfait, un dieu du stade, le truc, d'accord? Un calendrier pompier, ok? Mais qui n'a, sur le plan moral, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, n'a rien à partager avec moi. Et un mec avec un physique très quelconque, vraiment, pas trop grand, même petit, avec un peu d'embonpoint, un petit peu de bedaine ou un truc du genre, un peu de Ok, calvitie. tu vois, t'as faussé la réponse en fait là. Non. Mais le mec est super drôle et super brillant, je choisis l'option B. D'accord, non mais t'as faussé la réponse. En fait, c'est tu préfères vivre sans eau ou vivre sans nourriture. C'est deux extrêmes dans lesquels en fait on peut pas faire cette comparaison. Regarde, on va faire une autre comparaison. Tu prends un mec qui est très beau, mais pas exceptionnel, mais très beau, qui est moyennement intéressant, mais qui est quand même intéressant. Et tu prends un mec qui est très moche, qui est même autant intéressant que le mec qui est très beau. Tu prends lequel? Ah, bah là clairement je choisis le mec beau. Ah voilà. Pourquoi Ah ouais. Alors, pourquoi C'est ça est-ce la que bonne comparaison à faire. Mais là c'est pareil, si tu me dis tu choisis une nana qui est, je sais pas moi, une nana qui est très douce et très féminine et en plus elle est super jolie, ou une nana qui est très douce et très féminine et très gentille mais qui est pas jolie, bah tu vas dire je vais prendre la jolie. Ça veut pas dire Oui, que mais moi je le reconnais. Toi, tu nous as dit dès le début, tu mises d'abord sur l'intellect. Ce qui n'est pas complètement vrai. Je dis pas que c'est faux, mais... Bah, c'est surtout que après j'ai quand même le droit de vouloir être attirée physiquement par les mecs avec qui je sors. Mais oui, mais dis-le. Mais non, mais dis dans ces cas-là que l'aspect physique a son importance et que tu pourrais sacrifier certaines parties physiques chez un homme qui t'intéresse, mais que quand même, il y a quand même des limites à pas dépasser, j'imagine. Bien sûr, mais c'est surtout que, en fait, il faut qu'il me plaise à moi. En fait, c'est pas une question de critères physiques très objectifs du genre sa taille, son poids. Ouais, je comprends. Il faut que à moi, en tout cas, sur le plan du physique, il me plaise, mais il peut me plaire avec un physique très quelconque. Mais c'est surtout la manière dont il va animer son physique, en fait. C'est surtout l'humour. Je suis sortie avec un humoriste. Il était extrêmement charismatique. On le connaît? En soirée, oui. On peut savoir qui c'est quand même. Non. Il est toujours actif? Oui, je présume, mais il a eu une très bonne carrière et je suis très contente pour lui, c'est dit en passant. Oh merde, on aurait bien voulu en savoir plus, Lula, justement. J'ai les pop-corn qui sont là. J'ai juste à ouvrir le sachet. Non, vraiment, je t'assure. Mais, et puis c'est vraiment... J'aime pas trop ce genre de truc, tu vois. D'accord, ok. Ouais, je vais pas name dropper les mecs avec qui je suis sortie, c'est pas Non, mais c'est un mec connu, donc c'était toujours intéressant à savoir. Et du coup, il était extrêmement charismatique en soirée et mes amis, quand ils l'ont vu la première fois, ils l'ont appelé
la Serpillère. Je dis, mais vous êtes méchant. Il fait, non, il ressemble à la Serpillère. J'ai fait, oui, mais il est drôle, il est intelligent, et c'est un génie, et je l'aime. Et il était extrêmement charismatique, il était très drôle, il avait une répartie de fou, et en soirée, il animait, c'était le dieu de la soirée, parce que du coup, il faisait rigoler tout le monde tout le temps en permanence, et moi, je le regardais avec des étoiles dans les yeux, en fait. Ok, je comprends. Après, Voilà. pour en revenir là au sujet, là, tout à l'heure, sur les écarts d'âge, moi, je suis sorti plusieurs fois avec des nanas, en fait, qui étaient plus jeunes même là, cette année, plus de 20 ans de moins, et l'année dernière, pareil, une autre. Et en fait, ce que je remarque, oui, je suis d'accord avec toi, le décalage en termes de construction, le fossé est complètement abyssal, et en fait, on peut pas se rejoindre, en fait, sur tout. Par contre, et ça, tu vas me dire si tu l'entends, en fait, cet argument-là, parce que ça vient des deux côtés. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, ces nanas avec qui j'ai eu une relation, c'est que ces nanas-là, elles étaient curieuses et elles avaient un appétit de partage d'expérience dans lequel je leur apprenais beaucoup de choses. Généralement, en miroir, ça fait plaisir en tant que mec d'avoir une oreille qui est ouverte, parce qu'une nana qui a plus de 30-40 ans, elle a déjà une vision de la vie qui est quand même très dessinée en fonction de son parcours, et parfois même, tu peux pas en fait arriver à faire changer un prisme par rapport à une vision de la vie ou des situations, parce que il y a un vécu qui ne le permet pas. Alors qu'une nana qui a 20 ans, elle est en construction, et justement c'est génial et c'est d'ailleurs tout le drame là-dedans, c'est que c'est là que les pervers narcissiques un petit peu arrivent à mettre une emprise. On l'a vu la dernière fois sur l'histoire, je crois que c'est Juliette Binoche, où elle explique que justement parce qu'elle est en construction et que le mec lui il a un peu un rôle de mentor entre guillemets, du coup il assoit justement une expérience qui fait que la nana elle est complètement à l'écoute, et elle est complètement impressionnée par tout ce flot d'informations qu'elle peut recevoir et d'expériences qu'elle aurait pas avec un mec de son âge. Alors, comme tu dis, pour le coup, je te rejoins sur le fait que c'est bien de pouvoir être avec quelqu'un avec qui est plutôt souple et flexible, mais il y a une différence entre souple et flexible et malléable. Tu peux très bien rencontrer des gens plus âgés, mais qui sont à même de voir un débat, non pas comme la possibilité d'avoir raison, ou qui sont... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas flexibles, justement, pour le fait de faire avancer leur réflexion. Mais ça, je pense que c'est juste un manque de flexibilité de la part des gens. Et en revanche, là où tu as raison sur un point, et c'est là où c'est très compliqué, c'est que quand on rencontre des gens après 35 ans, et toi et moi avons plus de 35 ans. Ah moi non, moi j'ai 29. Je suis vraiment désolée, il faut que tu arrêtes de fumer tout de suite. Je sais pas ce que tu fais, mais tu arrêtes. Et je fais même un peu de teinture blanche pour me donner plus vieux, pour me donner de la consistance. Et je fume 20 paquets de clopes par jour pour essayer d'avoir une voix grave. Ça sent. Ça va. Excuse-moi, j'ai laissé tomber mon poumon. Attends. Donc, tu vois, le truc quand on sort quand on a dépassé la 35e et qu'on commence à être dans la quarantaine et qu'on sort avec des nouvelles personnes dans la quarantaine, la plupart du temps, on est en deuxième partie. Ça veut dire que souvent, sur le plan précédent, il y a déjà eu un mariage, il y a déjà eu des choses comme ça. Ou alors, les gens sont restés célibataires très longtemps. C'est-à-dire des gens qui soient... En fait, c'est simple. Hein. T'as pas un milliard de configurations possibles. Quand tu rencontres quelqu'un après 35 ans, c'est soit tu n'as pas eu de vraie expérience de couple, tu n'as pas eu un couple qui t'a forgé et avec lequel il n'y a pas quelqu'un dans ta vie avec lequel tu as grandi, donc tu as dû forger ta personnalité tout seul. Et là où c'est super compliqué, je pense, c'est que du coup, il y a une vraie rigidité qui s'est forgée parce que tu n'as pas appris à composer avec quelqu'un de différent. Soit tu as rencontré quelqu'un avec qui tu as grandi, et du coup, bien, tu as quand même une certaine... Enfin, tu sais un peu ce que c'est que de devoir composer avec quelqu'un de différent, et donc tu peux avoir une certaine souplesse. Donc, ce que je pense, c'est que oui, c'est bien d'être avec quelqu'un avec qui, sur le plan des divergences d'opinion, des points de vue, vous pouvez discuter, et tu peux avoir une influence sur cette personne, mais d'une part, il faut aussi tolérer que toi, elle va avoir de l'influence sur toi, parce que sinon, vous n'êtes clairement pas dans un rapport égal, et puis surtout, sur le long terme, si toi, tu as toujours l'ascendant sur ton partenaire, tu vas avoir de plus en plus de mal à l'admirer, et l'admiration mutuelle fait Toi, tu vois ça en termes de rapport de force. Je pense que c'est là, en fait, que tu te trompes. Non, c'est pas une question de rapport de force. Moi, je vois ça plutôt comme un rapport d'admiration. Parce que ce qui se passe quand une femme plus jeune sort avec un mec plus âgé, qui a beaucoup de choses à lui apporter en termes de savoir, en termes de connaissances, en termes de nouvelles expériences, etc., c'est qu'il va créer de l'admiration chez elle. Ce qui est une très bonne chose. Admirer son partenaire, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que toi, si tu es un homme plus âgé qui sort avec une femme plus jeune, est-ce que tu vas avoir des occasions d'admirer ta partenaire? Mais mais c'est pas ce qui est demandé, justement. C'est ça tout mon point. C'est pas à sens égal, en fait. C'est que elle est peut-être en admiration, et c'est le plaisir, justement, pour l'homme de savoir qu'il a admiré, mais il a pas... Pourquoi aurait-il la volonté de devoir admirer lui aussi?
parler à des gens dans le cadre de mon travail, j'ai interviewé des personnes qui étaient mariées depuis 10, 20, 30, 40, 60 ans. Ok, et je te parle de vraies relations, pas des relations où les gens ils sont mariés parce qu'ils n'ont pas eu la force de divorcer, mais en vrai ils se parlent pas, ils font chambre à part depuis 25 ans. Tu les as jamais vus dans la même pièce, tu les as jamais vus se regarder, ni se toucher, ni se sourire depuis 15 ans, d'accord? L'admiration mutuelle est une des bases d'une relation qui marche sur le long terme. Et honnêtement, tu as le droit d'avoir envie de t'amuser. Je ne juge pas les gens qui veulent s'amuser, mais il faut savoir ce que tu cherches et il faut savoir une chose, c'est que pour moi, si tu cherches du court terme et que tu appliques des méthodes d'attraction ou de séduction ou des dynamiques du court terme, tu sacrifies les chances pour que la relation que tu es en train de débuter aille sur le long terme. Si tu mens au début pour attirer plus de femmes, tu torpilles tes relations sur le long terme. Si tu essaies d'instaurer une dynamique où il n'y a pas d'admiration mutuelle et où toi, le fait que la personne avec qui tu es t'admire ou que tu vas admirer la personne mais que tu ne suscites pas l'admiration chez elle, sur le court terme, c'est bon pour l'ego, sur le long terme, tu pourras torpiller ta relation. Il va y avoir un phénomène d'ennui, il va y avoir un phénomène de manque de stimulation, la fille va commencer à se demander pourquoi est-ce que elle commence à être un boulet pour son conjoint. Enfin, c'est très compliqué quand ton conjoint en tant qu'homme ne t'admire pas et que quand tu es une femme et que ton conjoint ne t'admire pas, son attitude le trahit. Et une femme aussi a besoin d'être admirée. Une femme a besoin de se sentir admirée et aimée de la part de son partenaire. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à se plaindre. Et on sort pas assez, et tu me vois plus, et pourquoi est-ce que tu me caches sur les réseaux sociaux? Et elle va commencer en fait à avoir une attitude insécure qui fait que elle va devenir difficile à vivre et ça va torpiller la relation. Pour qu'une relation fonctionne, il faut qu'il y ait de l'admiration mutuelle. Et honnêtement, encore une fois, je vais me répéter, je ne juge pas les gens qui veulent du court terme, mais sachez que agir dans le sens du court terme torpille votre relation que vous êtes en train de mettre en place sur le long terme. C'est tout. Je vois ce que tu veux dire en fait en termes d'admiration. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire en termes d'admiration. En fait, le truc qu'il y a, c'est que quand tu as un rôle en fait un peu de mentor entre guillemets, on sait, moi j'ai toujours su qu'en sortant avec des filles comme ça, je cherche pas à les admirer et en fait j'en ai rien à, c'est même pas quelque chose ce dont j'ai besoin parce que je sais que c'est pas le rôle de ce genre de relation. Par contre, c'est vrai que si je veux chercher une nana qui est plus vers mon âge, je serais content d'avoir affaire à une nana qui me challenge et qui me montre des trucs puissants et dans lesquels que je pourrais admirer aussi. C'est pas quelque chose que je recherche nécessairement, mais ce qui est intéressant, quand tu transmets comme ça quelque chose à une personne qui est en mode éponge et qui dit vas-y, partage-moi tes expériences et tout, c'est de voir après, quand elle revient vers toi et qu'un jour elle a appliqué en fait une des leçons que t'as pu lui enseigner, entre guillemets, hein, je dis leçon, mais c'est tu partages une expérience, elle peut intégrer ça comme leçon et un jour elle a affaire à une situation un peu similaire, tiens, par rapport à ce que tu m'as dit l'autre fois, justement la dernière fois cette personne-là, je lui dis ça et ouais, putain, ça a fonctionné. Et c'est là en fait que t'es content en fait de voir le mécanisme s'enclencher et là, peut-être, on pourrait voir une forme d'admiration par rapport à une personne qui est en train justement d'appliquer des choses que que t'as expliquées. Je pense que c'est là-dessus en fait qu'on peut se rejoindre. Je connais très bien ce phénomène, mais là après, on est vraiment sur quelque chose où, en fait, pour moi, en dehors de l'admiration, il y a aussi le fait d'accepter de te laisser toi aussi influencer par ta partenaire. Mais on l'est tous forcément en fait. Bah c'est obligé. Voilà, c'est ça. Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu as la souplesse nécessaire pour te dire que même si ta copine a moins d'expérience que toi dans la vie et potentiellement moins de savoir, moins de connaissances et donc potentiellement elle en sait moins que toi sur la vie, est-ce qu'elle est quand même en mesure de t'apporter elle-même sur le plan mental, intellectuel et émotionnel des choses qui vont toi te faire grandir? Parce que tu sais, en dehors du fait de s'apprendre des choses mutuellement, déjà c'est un phénomène qui peut être mutuel parce que deux personnes peuvent être brillantes dans des domaines complètement opposés. J'ai un exemple comme ça personnel, donc voilà, et du coup dans mon expérience personnelle c'est quelque chose que j'ai vu. On peut avoir des domaines de brillance, on va dire des domaines d'expertise complètement différents, avec des tranches d'âge qui sont à peu près les mêmes, et où on s'apporte mutuellement et on s'apprend beaucoup de choses et qui font qu'on va s'admirer mutuellement et dans nos domaines différents, parce que l'autre va avoir en fait quelque chose qui t'échappe. C'est ça. En fait, c'est surtout ça. L'admiration, c'est reconnaître que l'autre détient quelque chose qui t'échappe. Et ça, c'est quelque chose qui maintient un couple longtemps amoureux, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on a ce qu'on veut dans l'amour, en fait. Ce côté, on est heureux, on est challengé, on est à la fois admiratif, on est fier, on est stimulé sur le plan mental, on rit ensemble. Et puis, on recherche du coup la compagnie de l'autre. On a envie de passer du temps avec cette personne parce qu'on sait que quand on va passer du temps avec cette personne, elle va nous faire réfléchir, nous faire rire, nous faire grandir. Puis on lui fait plus confiance aussi quand on a ce genre de rapport. Ça veut dire qu'on peut se tourner vers son conjoint quand nous-mêmes on est un peu perdu et réquisitionner son cerveau aussi en disant « Hey, là, je suis dans un domaine, tu sais mieux que moi, qu'est-ce que je fais ? J'ai la merde, qu'est-ce que je fais ?» Et ça fait du bien d'avoir
quelqu'un dans ta vie à qui tu fais suffisamment confiance, même quand tu es un homme, pour te tourner vers cette personne et faire je sais pas ce que je fais, je le rappelle, j'envoie un mail, je fais quoi, voilà. Et ça fait du bien que tu sois que tu aies une compagne à côté de toi qui fasse on va en parler, attends. Mais tu peux avoir ça avec une femme de ta tranche d'âge ou une femme plus jeune mais qui a énormément d'expérience dans la vie ou à qui tu acceptes de prendre son influence aussi. Ça te parle ce que je t'explique ou pas? Complètement. Bah, de toute façon, je te dis, forcément, on est un peu influencé, même avec une fille qui est plus jeune. Après, il y a des sujets sur lesquels, après, il faut voir, en fait, l'état d'esprit, en fait, de la nana qui est jeune, si elle est très très jeune dans sa tête et d'ailleurs, si c'est juste du partage d'expérience, par exemple, sexuelle, effectivement, là, ce sera du court terme. C'est fatal. Par contre, si c'est une personne qui cherche justement à rencontrer quelqu'un qui va la faire grandir, etc. Là, en fait, tu peux partir, effectivement, sur du long terme. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Et d'autres avec qui c'était vraiment du court terme parce que c'était purement sexuel, partage d'expérience, voilà, montre-moi des trucs, etc. Mais après, pour celles qui ont un peu l'esprit déjà un peu plus mature, un peu plus qui est en mode vraiment j'ai envie de construire fort et qui voit que chez toi en fait il y a vraiment moyen de puiser, c'est de la formation gratuite en fait un peu entre guillemets. Et dans ces cas-là, c'est différent. Alors toi, t'as bossé après donc chez Morning Kiss. Comment tu t'es retrouvé là-bas toi? C'est Alex Wagner qui m'a contacté. Ok. C'est son vrai nom ça, Alex Wagner, parce que maintenant je me méfie entre Dolto et l'autre. Ouais. Il s'est tourné vers moi et il avait vu mon contenu et puis il m'avait vu bosser pour Art de Séduire et Coach Séduction. Ah, t'as bossé aussi pour Art de Séduire avec Selim? Très très peu de temps, oui. Selim est un garçon chouette. Et donc vu j'ai bossé avec Selim aussi pendant... Mais tu les connais tous alors? Bah, je suis dans ce milieu depuis 13 ans, donc oui. Ouais, mais on peut... Il est chouette moi de la séduction. Tu pourrais ne pas forcément les avoir croisés en fait, mais c'est que non seulement tu les connais, mais tu les as aussi un petit peu croisés. Oui, j'ai bossé avec eux et j'apprécie la plupart d'entre eux. Sur le plan professionnel et sur le plan humain, je les apprécie. C'est des gens avec qui, si je bois des verres avec eux, ce sera toujours fun de passer du temps et j'en prendrai toujours plaisir à croiser Alex ou à croiser Céline. Ça me fera toujours plaisir. Et en fait, Alex avait vu mon travail. Il m'a dit j'ai besoin de nouveaux coachs, donc je te recrute. Et puis, sur le plan du coaching, en tout cas, il m'a mis les pieds vraiment à l'étrier en me disant voilà, maintenant tu vas coacher avec nous. Il m'a fait confiance sur sa chaîne, il m'a fait confiance il m'a donné une vraie liberté de ton en ce qui concerne justement mes folies de vidéos. Mes vidéos, je me prends vraiment pas au sérieux. Il en pensait quoi cette vidéo d'ailleurs? Il aime. Je me rappelle, on avait fait une réunion Morning Kiss. J'avais même dit que j'allais changer le nom de ma chaîne ou la morale et que j'allais l'appeler Charismatic Bitch. Oh. Et il m'a dit go for it. Vas-y, fonce. Ça l'allait complètement. À lui, ça l'allait complètement. Ouais. Il m'a fait confiance et j'ai trouvé ça très cool de sa part. J'ai vraiment trouvé ça cool de sa part. Et je ne dirais que du bien de ce mec à cause de ça. Enfin, pas que à cause de ça, mais je ne dirais que du bien de cet homme grâce à ça, en fait. Voilà. Juste sur ce truc-là, go for it, vas-y. Parce que il a confiance en lui, il a confiance en ses idées, il a une manière de penser très anglo-saxonne. Et c'est rafraîchissant quand on est français, punaise. Ah ouais. La logique anglo-saxonne qui est, écoute, il vaut mieux essayer et que ça marche pas que de ne pas le faire et de passer à côté d'une belle opportunité ou passer à côté d'une expérience intéressante. Les gens qui ont cette mentalité-là, d'une part, c'est ceux qui ont le plus de succès au final sur le long terme. Dans tous les cas, fatalement, faut passer par là. Et en plus de ça, même maintenant, aujourd'hui, je suis un peu plus calme. Forcément, je veux dire, j'avais 28, 29, 30 ans quand j'étais là-dedans. Et j'avais beaucoup de choses à me prouver encore à l'époque. Je veux dire, j'avais une espèce de besoin d'exister que j'ai beaucoup moins maintenant. Donc oui, j'avais besoin d'être voyante, de faire du bruit, de courir partout. J'avais besoin de prendre de l'espace, en fait. Et il a eu beaucoup de tendresse, je pense, pour la gamine de l'époque qui avait besoin de prendre de l'espace. C'est vas-y, prends. Vas-y, c'est pas grave. J'assume. Elle est ingérable. Confiance devant la caméra, j'assume, vas-y. Et avec mon recul maintenant de personne plus âgée, je trouve ça cool. Et ça m'a donné une partie de ma confiance en moi par la suite, en fait. Et ça m'a donné confiance en moi après pour coacher, pour être sous ma propre bannière, pour vraiment devenir une coach qui s'assume. Et ça, c'était une expérience qui m'a fait grandir et je suis reconnaissante de ça. Et pour me dire que si un mec avec une chaîne avec plusieurs dizaines ou même maintenant centaines de milliers d'abonnés assume le fait que je danse devant une caméra, mais si un coach t'engage et te laisse danser devant sa caméra à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, toi, ta pauvre petite chaîne à quelques milliers d'abonnés,
t'as encore moins peur de danser en fait devant la caméra et t'as encore moins peur de t'assumer, t'as encore moins peur de montrer ta personnalité et ça a contribué à me faire grandir et puis ça a peut-être aussi un peu apaisé mon besoin d'exister comme ça. Donc, je me suis rendu compte que ça m'a donné un petit recul par rapport à ça. Je me suis dit, ok, c'est à ça que ça ressemble en fait vu de l'extérieur. Ça existe toujours, Morning Kiss, ou c'est fermé maintenant? Non, ça existe toujours. Ils font d'autres formats, mais ça existe toujours. Leur chaîne YouTube, elle est toujours active? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Je me souviens, j'avais vu, je crois, un reportage sur France Télévisions où on le voit sur un tapis de marche en train de travailler sur son ordi, c'est ça? Tout à fait. Ça remonte à il y a très loin, mais je me souviens avoir vu un truc comme ça. Ouais. C'était réel ou c'était pour la... Non. Je le voyais le matin, j'allais arriver au bureau de Morning Kiss avec mon petit ordi et je le voyais marcher doucement sur son ordi et travailler en même temps. Ouais. C'est très bon de faire ça. Je recommande. Moi, je pourrais pas faire ça. Moi, j'aime pas, mais franchement, je recommande. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené au coaching en séduction? Parce que moi, j'ai pratiqué, je me suis formé à ça, en fait, à rencontrer des nanas, à faire des sessions d'abordage à non plus finir. J'ai pris 100 000 râteaux, 400 000 noms, 3 millions de refus, et voilà, et c'est comme ça que... Combien de chiens un copain? Ouais, au moins la moitié. Ça s'est réduit un peu après. J'ai une question. Quelle est ta première pensée quand une fille te dit « j'ai un copain » ? C'est quoi ta première pensée et quelle est pour toi ensuite la marche à suivre ? Moi, en fait, je cherche pas... En fait, je prends ça comme un refus direct, en fait. Et parfois, ça peut m'arriver d'être un peu joueur et de dire « Ah ouais, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?» Et si je vois la nana qui est là en train de faire ça fait 3 ans. Ah, d'accord. Vous êtes rencontrés ici ? Non, et que je me rends compte, en fait, je vais chercher à savoir si c'est du flan ou pas. Pas pour lui dire après « Non, mais t'es en train de me mentir », mais juste pour lui souhaiter quand même une bonne journée derrière, mais en me disant « Ok, je vois qu'elle a baragouiné, elle a parlé chinois. » Et c'est juste pour savoir si elle a sorti ça en mode autodéfense ou est-ce que c'est réel ou pas. Derrière, après, je cherche pas en fait à pousser plus parce que en fait, je pars du principe que quand ça part en fait mal ou que ça part sur un refus ou une négation, c'est possible de retourner la situation. Ça m'est déjà arrivé, hein. Tu dis ah bon d'accord, ça fait longtemps que vous connaissez, ah ouais super. Et toi t'es du coin et j'essaie comme ça de travailler un peu l'interaction. Et puis au bout d'un moment, la nana te dit bon ouais c'est vrai, j'ai un copain, mais bon c'est pas vraiment un copain. Et je fais ah bon d'accord. Et voilà, ou ça se passe pas très bien en ce moment. Ah d'accord. Et à la fin tu dis bon ça sert à rien. Ça se passe pas très bien en ce moment. Hein? Le fameux ça se passe pas très bien. Voilà. En fait les langues se délient en fait au fur et à mesure si t'arrives à switcher. Ça m'arrive de temps en temps de pratiquer cet exercice-là, mais honnêtement comme ça m'épuise plus qu'autre chose et que j'y retrouve pas d'ailleurs un grand kiff derrière à retourner la situation aujourd'hui. Par le passé, oui, je disais j'ai réussi à retourner clic clac clac et à la fin, alors du coup je te propose pas qu'on se revoie. Si, pourquoi pas quand même, alors que ça avait commencé sur un nom massif au début. Mais voilà, mais après avoir discuté ici, en fait ça me dirait en fait pas si mal parce que c'est vrai que le gars que j'ai à côté de moi, en fait il commence à me casser les couilles et que toi t'es sympa aussi et que pourquoi pas. Et du coup tu peux te retrouver comme ça à retourner la situation. Moi mon expérience me fait dire que quand il y a un mec qui est encore dans la course, même si ça se passe pas très bien, généralement ça te parasite en fait ta rencontre et que c'est rare, ça peut arriver, mais généralement ça démarre très très mal ce genre de choses. À moins que la nana en fait de manière très assumée, comme ça m'est déjà arrivé une fois en disant oui je suis marié mais on peut baiser, y a pas de problème. Bon voilà, dans ces cas-là les feux sont au vert, les choses elles sont claires, dans ces cas-là. Ok. T'en penses quoi? J'en pense que c'est très bien le fait que tu n'essaies pas de confronter les filles, que tu prennes pas personnellement le fait qu'elles disent qu'elle a un copain, ou que tu n'essaies pas forcément non plus de la détourner. En fait, c'est tout. Je voulais juste savoir quelle était ta politique sur le sujet. Détourner, après, tu peux pas détourner une nana qui a pas envie en fait d'aller voir ailleurs en fait. Donc moi c'est mon expérience, je me rends compte qu'il y a des nanas elles vont te dire systématiquement j'ai un copain et en fait il y aura rien qui dérogera à la règle même si ça se passe très mal. Et puis pour celles qui sont quand même en train de regarder un petit peu sur le côté et qui se laisseraient bien aller à 2-3 sauts de cabri, du coup s'il y a un mec qui se pointe, étant donné que dans leur tête la porte elle s'était déjà entrouverte, du coup tu fais que un peu allez, tu l'aiguilles légèrement, mais en fait, c'est elle quand même, elle, à la fin, qui prend la décision. J'ai jamais trouvé même quelqu'un qui a su détourner comme à 100% du terme, en fait. Alors, d'ailleurs, petit conseil pour les femmes, même si un mec peut vous intéresser, que vous êtes en couple et que vous avez l'intention de larguer votre copain, conseil, toutes les femmes qui me regardent, mais il y aura pas de femmes sur cette vidéo. Je montrerai cette vidéo à des femmes, alors. La prochaine, quelque chose, on va se démerder. Ok. Même si vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe très très mal et que vous avez dans le coin, là, dans la vision périphérique, un mec qui pourrait vous intéresser, conseille les filles. Je sais, c'est dur,
Ne dites pas à votre crush que vous avez des problèmes avec votre mec jusqu'à temps que vous ayez largué votre mec. Pourquoi? Parce que si ce crush est vraiment intéressant pour vous et qu'il vous surprend en train de ne pas être mentalement aussi, ou physiquement, mais surtout mentalement également, loyal envers la personne avec qui vous êtes, vous allez malgré tout perdre un peu de votre potentiel de sérieux. Mais ça marchera pas ton truc. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça marchera pas? Pourquoi? Je le vois, moi, à titre personnel, si la nana me dit qu'elle est avec son mec, elle a un mec, et que je vois qu'il y a une ouverture, je suis obligé d'aller vérifier cette information-là. Donc d'une manière ou d'une autre, même si ça prendra des tours comme ça ou comme ça, l'air de rien, dans ma manière de questionner, à un moment donné, je vais arriver à trouver cette information-là parce qu'il me la faut absolument. J'ai besoin de savoir si elle est absolument amoureuse ou pas. Si elle me dit qu'elle est pas amoureuse et qu'en fait elle est en train de se détacher du truc, ça c'est une information que je dois prendre en compte parce que sinon je pousse pas l'interaction. Et donc en fait, ce que je recommande à une femme qui est pas heureuse avec son mec, c'est de larguer son mec en fait. C'est pas juste, voilà, c'est déjà pas aussi binaire la vie quand même. Non, c'est pas aussi binaire, on est d'accord. Mais je peux t'assurer, pour avoir commis cette erreur, et là c'est mon expérience de femme qui parle. J'ai commis cette erreur, je vais vous donner la vérité de mon expérience. Vas-y, partage-nous. J'ai eu les deux attitudes, ok? J'ai eu l'attitude monkey branching, ok? L'attitude de ça se passe pas bien avec ton mec, tu regardes un autre mec du coin de l'œil, tu tâtes un peu le terrain pour savoir si la branche là elle est solide pour que tu lâches, ce qui pour moi n'est pas finalement une bonne attitude. Et je peux t'assurer que dans 99% des cas où j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné et j'ai eu du mal après à être prise au sérieux par la personne avec qui j'étais. D'un autre côté, j'ai eu l'attitude exacte opposée et j'avais des problèmes avec mon copain. Ça se passait pas bien. Je ne disais rien. Je ne disais pas du mal de mon conjoint. Je restais très gentille vis-à-vis de mon conjoint jusqu'au moment où j'ai compris que rompre était la chose à faire et que j'ai dit la réalité à mon crush en disant « Hey, mon copain et moi, ça se passe pas bien, on se sépare ». Eh bien, mon crush m'a respecté d'autant plus du fait que j'ai respecté jusqu'à la fin la personne avec qui j'étais avant. Parce que n'oublie pas un truc, Brice, c'est que dans les jeux amoureux, le problème avec les hommes et les femmes, et je pense sincèrement que c'est la base même de nos problèmes, c'est que nous n'avons pas été élevés à aspirer aux mêmes choses. La réussite amoureuse chez un homme, c'est la quantité. La réussite amoureuse chez une femme, c'est l'engagement de l'homme et la qualité de l'homme qui s'engage auprès d'elle et qu'elle a réussi à faire tomber amoureuse. À partir du moment où un homme et une femme essayent de se rencontrer et essayent d'aspirer à leur agenda personnel sans prendre en compte l'agenda de l'autre, c'est là où il y a des tensions et c'est là où ça peut mal se passer. Et vous qui me regardez, messieurs, peut-être que vous avez envie de quantité, de sortir avec plein de femmes, de scorer, de cartoucher, appelez ça comme vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'en face de vous, il y a des femmes qui socialement n'ont pas intérêt à scorer parce que socialement ça les pénalise. Parce que nous sommes dans un monde où une femme qui couche avec plein de mecs est pénalisée. Bah si elle le dit. Si elle le dit pas, elle est pas pénalisée. Absolument. C'est très vrai. Il faut garder ça pour ça. C'est une information qu'il faut garder pour soi. C'est ce qu'elles font généralement, on va pas se mentir. Et c'est une très bonne chose. Parce que dans tous les cas, ce qui se passe sûr. dans ta culotte, à partir du moment où tu n'es engagé auprès de personne et où tu ne transmets aucune maladie vénérienne et sexuellement transmissible, techniquement, tu ne dois de compte à personne de ce qui se passe dans ton slip. On est d'accord. Mais quand tu es en couple avec quelqu'un, éluder ce genre de questions peut être un petit peu gênant. Et surtout... De quoi, le nombre de partenaires? Oui, mais c'est surtout que, en général, quand une femme crush sur un homme, le sexe, bien évidemment, peut être une envie, mais si elle ne te... En fait, une raison pour laquelle une femme ne veut pas sortir avec toi et qu'elle peut être attirée physiquement par toi, c'est-à-dire que quand une femme est d'accord pour coucher avec toi, mais qu'elle n'a pas envie de sortir avec toi en tant que petite amie et qu'elle ne te voit pas comme un compagnon sérieux, c'est parce qu'elle a pris le temps de se poser la question quand même et qu'elle a noté chez toi, enfin chez vous, elle a noté des choses qui ne cadrent pas avec ce qu'elle recherche chez un homme. Mais elle est malgré tout attirée physiquement par toi et pas forcément. Elle a plus à gagner qu'à perdre. Pas forcément. Ok? Tu as une expérience personnelle à... Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des nanas qui, d'entrée de jeu, on savait très bien que ce serait pour l'amusement et puis rien d'autre. Et en fait, ça peut se transformer après, mais il y a des personnes qui sont dans des états d'esprit, en fait, et à partir de là, en fait, quoi qu'il arrive, ça démarrera pas par une relation normale, mais juste par une relation basée, par exemple, que sur du sexe. Mais derrière, ça peut forcément déboucher. Et je pense que si ça débouche sur quelque chose, soit les problèmes qui font que c'était pas prévu au début vous rattrapent, soit il y a eu un alignement des planètes et une évolution de la situation, ce qui peut arriver. Ça arrive. Par exemple, voilà, mais ça c'est autre chose. Là, on est dans une situation où, par exemple, vous n'étiez pas vraiment compatibles sur certains points. Par exemple, je sais pas, sur le plan professionnel, le mec avait encore des choses à se prouver, du coup il n'était pas dans un état mental nécessaire pour pouvoir se voir comme un petit ami, puis maintenant que c'est fait, il se sent mieux. Ou alors à l'inverse, la femme qu'il a rencontrée avait des problèmes d'insécurité ou de dépendance affective et qu'elle est parvenue ensuite à se conquérir elle-même et du coup elle est devenue beaucoup plus à l'aise avec elle-même et donc beaucoup plus apte à une relation qui fonctionne
fonctionne et l'homme qu'elle fréquentait l'a observé et donc en est tombé amoureux. Mais ça, il y a des facteurs pour qu'une relation pas sérieuse devienne sérieuse. Il y a des facteurs où alors il va y avoir des conséquences. Peut-être que j'ai l'air de parler avec des très grosses généralités, mais là pour le coup je parle vraiment de mes observations et pas que dans mon expérience personnelle. C'est que si initialement il y avait un frein au fait que la relation devienne sérieuse ou qu'on s'envisage comme des gens sérieux dès le départ, il faut se demander est-ce que ces freins sont toujours d'actualité quand on se met en couple en fait, quand on décide finalement que fuck it, on va se mettre en couple pour de bon. Il faut se demander en fait si les feux rouges qui t'ont inhibé, qui ont fait que tu n'étais pas partant pour que ce soit sérieux dès le départ, si ces feux rouges sont encore là. Ou alors est-ce qu'effectivement ils sont passés au vert? Ce qui est le meilleur scénario. Le meilleur scénario, c'est tu rencontres quelqu'un et toi t'évolues et il évolue de son côté, qui fait qu'il y a une compatibilité qui naît et puis au final vous êtes moi c'est ce que j'ai remarqué le plus souvent et pas qu'avec moi, même avec des potes. Hein. Ça commence par du cul et puis au final la nana, vas-y on se voit un peu plus. Et en fait même d'ailleurs il y a beaucoup de relations qui sont dites que basées sur du cul. Et en fait quand tu grattes un petit peu et tu te rends compte comment elle est faite cette relation, plusieurs fois ça m'est arrivé de dire à des gars, non mais les gars, votre relation c'est pas une relation uniquement basée sur le sexe en fait. Vous persuadez de ça en fait tous les deux peut-être, ou toi tu lui envoies ça dans la tronche, mais votre manière de discuter ou de communiquer assez souvent, etc. Tu vois. C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'un mec qui couche avec une fille, va au restaurant avec elle, va au cinéma avec elle, va se passer week-end avec elle, lui écrit tous les jours, refuse de labelliser couple? Parce qu'il a le sentiment d'avoir toujours la liberté de pouvoir rencontrer d'autres femmes en fait. Donc il n'est pas mentalement mature pour le moment pour être avec une seule femme ou pour apprécier, ou elle ne représente pas ce qu'il cherche et il a la sensation qu'il y a mieux ailleurs. Non, c'est vraiment juste une impression de liberté parce que souvent j'ai remarqué que les mecs ils sont contents d'avoir ce statut-là et ils sont contents de dire non mais c'est que du cul, comme ça du coup je suis tranquille, mais en réalité ils se comportent comme s'ils étaient en couple au final, et puis surtout ils vont pas voir ailleurs. Donc c'est vraiment juste une histoire de sensation. C'est comme le fait de dire je suis en couple mais je suis pas marié, tu vois, ça il y a un peu ce côté-là. Du coup je peux me barrer quand je veux, mais à la fin en fait tu vis comme un homme marié quoi, tu vois. Honnêtement, les seules personnes que j'ai entendu dire ça, je suis en couple mais je suis pas mariée, c'est des mecs qui étaient en train d'essayer de justifier le fait qu'ils allaient coucher avec une autre femme que la leur. Je te le dis, hein, à chaque fois que j'ai entendu un mec remettre en question ou pas dénigrer mais relativiser, rationaliser sa relation et le sérieux de sa relation, il avait l'intention de donner un petit coup de canif dans le contrat de départ. J'ai jamais vu un mec dire je veux dire on est en couple mais on n'est pas mariés non plus, et derrière dire mais j'ai absolument pas envie de coucher avec une autre. Non, j'ai pas dit qu'il le disait. Je dis que verbalement, en fait, ils te disent qu'ils sont donc libres de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, pourquoi pas aller coucher avec d'autres nanas. Mais quand tu les vois dans les faits, tu te rends compte qu'en fait, ils passent pas forcément la ligne. Ils sont pas si nombreux que ça à passer la ligne. Et en fait, ils se comportent, dans leur comportement, hein, pas dans ce qu'ils disent verbalement, ils se comportent comme s'ils étaient en couple. Alors qu'ils ont la sensation d'être quand même un oiseau qui est pas en cage. Voilà, tu vois. C'est un peu la contradiction masculine, quoi. Oui, c'est Céline d'ailleurs qui avait écrit un truc comme ça. Genre, il avait donné un proverbe que j'avais trouvé super intéressant. Ça donnait quelque chose comme, je le paraphrase vraiment de manière très grossière, mais en gros c'était l'homme veut d'un autre côté la stabilité d'un arbre, enfin la stabilité de la terre avec l'arbre et le voyage de la pirogue, la liberté d'une pirogue. Et un jour il découvre qu'il peut faire une pirogue avec le bois de l'arbre. J'ai rien compris. Moi non plus. Je sais pas combien de mois la personne qui a fait ce truc a fumé, mais c'était tellement bon que j'ai compris. En gros, un homme veut d'un côté l'amusement et de l'autre la stabilité, et un jour, il finit par comprendre que c'est la stabilité qui lui apporte un certain amusement et une certaine liberté. On pourrait le dire autrement, je pense. Un homme qui est la stabilité d'une pirogue. C'est du bois. Et la pirogue. Prends un pommier, d'accord. C'est stable. Tu vois, le pommier, il est stable. En plus, il ramène de délicieux fruits à partir de la saison. Voilà. Là, tu coupes, et ça te fait une pirogue 4 personnes. Tu ramènes des bières. Et ça part encore. Du coup, quand est-ce que t'as quitté Morning Kiss pour te lancer toute seule dans ta petite activité là? En 2018, si mes souvenirs sont bons. Ah ouais, ok. Et après, j'ai fait tout. Et après, j'ai travaillé en tant que coach sous ma propre bannière, en fait. Comment ça s'est passé? T'as tapé un jour à la porte d'Alex, t'as fait écoute Alex, il faut que je te parle. C'était super tout ce que tu m'as appris, mais maintenant, j'ai besoin de m'envoler. Je sais plus, je pense que c'est lui aussi qui a mis fin à notre collaboration. Enfin, c'était très gentil comme fin de collaboration. On s'est dit au revoir gentiment, on garde de
bons souvenirs l'un de l'autre. Ouais. Voilà, et je sais même plus si c'est moi ou c'est lui, je crois que c'est lui par ailleurs. Mais je sais que moi-même j'étais arrivée au bout d'un cycle et puis ça correspond à peu près à la période où j'avais quitté. Oui, ça correspond aussi à la période où j'avais quitté, Paris pour m'installer à Barcelone et du coup ça aussi, forcément, ça allait être beaucoup plus compliqué pour moi d'assurer. Pourquoi? Parce que les coachings en terrain, j'allais plus les faire, etc., etc. Donc tu faisais des coachings sur le Sur le terrain. terrain, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu faisais? Tu t'envoyais les mecs aborder des nanas et qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, alors après, ce qu'on faisait chez Morning Kiss, c'est on avait donc des nanas et on disait elle là-bas, va la voir, elle là-bas, va la voir, j'ai pas envie, va la voir, j'ai dit. Et on écoutait, ils avaient des oreillettes et nous on était là, on écoutait avec le truc, on était là et tout, genre, hey, je prends ton numéro, alors c'est 06 42, on était là, yes. Et on écoutait le mec, et après on débriefait, on disait alors attends, sur l'opener, t'étais bien, après il y a eu la minute de la mort où t'étais un peu en panique, t'as bien attrapé le coup quand tu lui as parlé de ses chaussures, et après on débrief et c'était vachement marrant. Franchement, je pense que sur toutes les coachs nana filles qui existent sur le YouTube Game, on va dire ça comme ça, ou même les autres, allez, je vais même me lancer sur Insta et toute la clique, je pense pas qu'il y ait d'autres nanas que vous qui faisiez ça, parce que jusqu'à présent... Au Morning Kiss, oui. Au Morning Kiss, on était les seuls, on était plusieurs nanas sur Morning Kiss, il y a eu moi, il y a eu Brenda, il y a eu d'autres, et on faisait effectivement des sessions de rue. Je pense pas que c'était le plus intéressant. Même Brenda, elle était sur le terrain aussi? Alors elle a fait plus fort. Elle, une femme incroyable. Elle a carrément elle-même dragué des mecs dans la rue et elle s'est filmée pour sa chaîne YouTube à draguer des mecs dans la rue et j'ai trouvé ça super couillu pour le coup. Ouais, c'est couillu, ouais. On n'avait pas peur de ça et honnêtement, il y avait une ambiance à Morning Kiss, on était tous très à l'aise avec nous-mêmes dans le sens où on était tous très grande gueule, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire on avait beaucoup d'assurance dans notre groupe, tous autant qu'on était, on avait une assurance qui faisait qu'on n'avait pas peur de ce genre de choses. Ok, c'est quoi la meilleure phrase d'approche que tu conseilles à un mec du coup? Faut qu'elle soit tellement personnalisée que la fille se dise qu'il n'aurait pas pu la sortir avec n'importe qui. Les meilleures phrases d'accroche que j'ai eues pour des mecs, les meilleures approches que j'ai eues qui étaient vraiment mignonnes, il n'aurait pas pu la sortir avec une autre femme. La meilleure approche, c'est l'approche qui est vraiment adaptée à la exemple? situation. Ouais. Un jour, j'étais dans un métro parisien, c'était vraiment mignon. Il y avait, c'était bondé, il y avait une place assise dans le box, tu sais, le truc par 4x6 là. Je rentre dans le métro, il y avait un mec qui dormait en face de moi, qui avait la tête contre la vitre comme ça, et moi je rentre, je m'assois en face de lui et je pose ma tête moi aussi contre la vitre parce que je suis fatiguée, c'est 7h du mat, métro ligne 13 ou un truc du genre. Et en fait, on ouvre les yeux en même temps, on se regarde comme ça, il me sourit, il me fait c'est marrant, on a presque dormi ensemble. Elle est exceptionnelle celle-là. Excuse-moi, j'appelle ma mère tout de suite, j'ai un truc à lui dire. Tu vois, je fais d'accord, tu fais quoi ces 30 prochaines années? Parce que moi, j'aime bien j'ai adoré cette approche et c'était vraiment, vraiment parfait. Et tu vois, ce genre d'approche qui est très... ça peut pas être une technique. Le mec, il a pas fait semblant de dormir tu vois, en attendant que la mignonne nana en face de lui, un peu potelée, ouvre les yeux, tu vois. Donc, cette approche-là, pour moi, c'était la meilleure opener et il aurait jamais pu la sortir à une autre nana, à part si 50% de son temps, il le passe avec la tête sur la vitre comme ça dans le métro. Ouais, mais comment tu fais avec une nana que tu croises dans la rue? Tu donnerais quoi comme... Parce que là, d'accord, c'est une situation en fait. Après, le conseil que beaucoup de coachs en séduction donnent, c'est de, par exemple, s'appuyer sur quelque chose qui appartient, qui est inhérent à la fille. Par exemple, j'avais vu comme ça des vidéos de drague de Nicolas Dolto à l'époque, et il avait eu un opener que j'avais beaucoup aimé. C'était une fille qui marchait, et elle avait un pull avec plein de couleurs dessus, et il a rattrapé, il fait excusez-moi, il manque une couleur. Tu vois, genre, il y avait déjà toutes les couleurs, il en manque une ou deux, en fait, malgré tout, des couleurs. Tu vois, pareil, il aurait pas pu la faire à quelqu'un d'autre, en fait. Il devait la faire avec elle. Et du coup, ce genre de truc fait que la rencontre a quelque chose d'inédit, mais surtout quelque chose d'autant plus précieux qu'une femme qui se fait aborder comme ça, elle sait qu'il va pas pouvoir aborder 1 milliard de nanas de la même manière. Et il faut pas sous-estimer vraiment au niveau de la romance, au niveau des rapports romantiques, des relations amoureuses, il ne faut pas sous-estimer le plaisir que ça fait à une femme d'avoir une relation qui est de la romance. Il faut pas sous-estimer je dirais pas le besoin de romance des femmes parce que c'est une énorme généralité, mais il ne faut pas sous-estimer à quel point une relation avec de la romance dedans va être précieux aux yeux d'une femme. Quand une femme, tu lui demandes, c'est très simple, une femme qui est en couple, demande-lui comment tu l'as rencontré et regarde comment ses yeux, ils brillent et elle va te raconter dans les détails ce qui s'est passé parce que le caractère romanesque d'un couple va être inhérent en fait au mythe fondateur du couple qu'elle va avoir dans sa tête. Et le mythe fondateur d'un couple,
couple, si une femme n'arrive pas à se créer dans sa tête un mythe fondateur, mais je sais que beaucoup d'hommes font pareil, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, il y a 10 ans, il y a beaucoup d'hommes qui disaient je peux pas prendre au sérieux une femme que je rencontre sur Tinder parce que je vais pas pouvoir dire aux gens comment je l'ai rencontrée quand les gens vont me demander comment je l'ai rencontrée. Ouais. Donc je sais qu'il y a des hommes aussi qui ont ce genre de choses en tête. C'est fini ça, je pense, maintenant. Oui, heureusement, d'ailleurs heureusement. Même si je suis pas trop pro Tinder, mais je suis contente que les gens n'aient plus honte, mais il y a quelque chose qui est agréable et qui est génial à pouvoir créer une relation qui est bâtie sur une espèce de mythe, parce que cela donne en fait à la relation un côté presque mystique, un côté presque c'est le destin qu'il a voulu, et il faut pas sous-estimer le besoin qu'on a de se sentir vivre, pas comme dans une comédie romantique, mais de vivre que notre relation nous apporte une certaine dose de romance quand on est une femme. Et c'est quelque chose qu'une femme attend de son couple, elle attend un peu de romance en fait. Et si tu apportes, en tout cas, je dis pas que j'ai pas envie de faire une généralité, de dire toutes les femmes ont été biberonnées au rom-com d'Hollywood, même si c'est vrai, mais et que la conséquence c'est que les femmes ont besoin de vivre dans une comédie romantique, ce serait une énorme généralité. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans ce qui rend heureux une femme dans sa vie amoureuse, c'est la romance. Ça lui fait du bien. De la romance, si tu veux rendre ta partenaire heureuse, je te le dis, en tant que compagne, en tant que femme, et en tant que femme qui a eu des relations avec beaucoup de romance, des relations avec zéro romance, apporter de la romance dans ta relation, lui donner ce petit sel qui fait qu'elle va se sentir un peu comme Julia Roberts, référence de vieux, bah ça va apporter, votre relation aura beaucoup plus de valeur à ses yeux. Et une femme qui manque de romance, quand elle voit d'autres femmes, et notamment avec les réseaux sociaux, c'est encore plus prépondérant, mais une femme qui n'a pas de romance dans sa vie et qui est confrontée ensuite via les réseaux sociaux à toutes les femmes qui mettent en avant le caractère romantique de leur relation, elles sont là, moi, avec mon pauvre Jean-Mi là, qui fait décongeler des pizzas le soir et qui est pas foutu de faire les devoirs aux gosses, tu vois, et qui est pas foutu de se rappeler de la date de notre anniversaire, je te jure, ça occasionne une frustration chez les femmes. Mais tout ça pour dire que donne à la femme que tu rencontres la sensation que tu ne pourras jamais reproduire votre rencontre avec n'importe qui d'autre. C'est très dur, mais c'est la technique pour que la personne que tu rencontres te prenne au sérieux, en plus de qui tu es toi, et notamment les femmes. Voilà. Bah écoutez les gars, on va se quitter, on va se quitter sur ça. Je te rejoins sur l'aspect, il faut que ça rentre, ce que je dis régulièrement, il faut rendre la rencontre unique. C'est toute la difficulté en fait quand après quand tu passes ton temps à t'entraîner à ça. Parce que tu perds en fait cette spontanéité, en fait t'es un peu dans le récital. Pour moi, au-delà de la phrase d'approche qui pour moi en fait si elle est pas unique en fait c'est pas du tout grave, parce que c'est l'instant d'après qui est important. Le déroulé de la conversation, comment est-ce que tu arrives à justement à mettre un peu d'énergie, mettre du fun et justement un peu de séduction là-dedans, et c'est là pour moi que tout se joue véritablement. Après évidemment faut pas que la phrase elle soit trop absurde ou salut t'as un 06, c'est la pire phrase d'approche du monde évidemment. Surtout qu'au bout du 10e mec qui te demande si t'as du feu, ouais. Si t'as une clope, la direction, est-ce que c'est le bon métro, et elle est où la mairie, et qu'après il dit mais au fait au passage t'es charmante, au bout de la 10e fois qu'une fille l'entend, elle comprend que... En fait, Bien dans sûr. sa tête, elle identifie un schéma et elle dit ok, c'est un schéma que je connais que trop, mais du coup votre rencontre et la manière dont t'es perçue perd de la valeur à ses yeux. Bien sûr que si vous vous rencontrez et qu'il y a déjà une alchimie, qu'il y a quelque chose, une espèce de... Vous vous êtes vus dans le métro, vous êtes croisés, elle t'a regardé, tu l'as regardé, elle t'a regardé, tu l'as regardé, elle t'a regardé, tu l'as regardé, et que ben, tu viens et tu dis salut, je m'appelle Brice, bah, vu qu'elle t'a regardé, tu l'as regardé, elle t'a regardé, il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé et tu lui as déjà suffisamment tapé dans l'œil pour que tu t'es déjà démarqué en fait avec d'autres choses que ton opener. Donc tu t'es démarqué avec ton physique, tu t'es démarqué avec ton sourire, tu t'es démarqué parce que tu avais un je ne sais quoi qui fait qu'elle était attirée par toi. Donc là tu peux aller la voir et lui faire voilà, elle va comprendre, elle va faire oh il est timide, tiens 06, 73, voilà. Donc, mais elle va comprendre, mais là encore c'est parce que ta valeur physique notamment, vu que c'est tout ce qu'elle aura vu de toi d'abord, comme ta valeur physique aura été quand même présente parce que tu étais beau gosse, bien habillé, t'étais son genre, ben elle va accepter ta démarche et elle va accepter le fait que tu t'approches d'elle, même si tu étais maladroit et même si tu étais très générique en fait. Mais pour ça, il faut que tu sortes du lot sur autre chose. Ça veut dire qu'il faut que tu sois particulièrement attirant physiquement ou que tu lui rappelles particulièrement son père, ce qui serait quand même un gros coup de chance, on est d'accord? Non mais non, aucune chance, le truc de rappeler le père. J'espère que tu trolles.
Oui, je troll. Ok, bah écoute, c'est cool. On a bien discuté, c'était intéressant. Oui, merci beaucoup de m'avoir accueilli et ce serait vraiment cool. Moi aussi, j'ai très envie de t'inviter sur ma chaîne, donc tu es le bienvenu sur ma chaîne et je serais très très contente de continuer le débat parce que merci pour tes questions, merci pour ton temps et ton énergie et j'aimerais te rendre sur ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Ce sera à moi de te charcuter là, je vais te... Aïe. Mais je me laisserai pas faire, Ou bien je t'apporterai les réponses que toi tu veux entendre dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, tu diras, mais il n'y a pas de combat là, qu'est-ce qui se passe là? Non, viens, s'il te plaît, on a dit un peu de... Hein. Non, ma vie est beaucoup trop paisible en ce moment, viens, on se castagne, s'il te plaît. On va se castagner, mais moi je fais rien sans la boue. Moi il me faut une arène, de la boue, des feux... Des streets, tu vois, des gens qui misent... Voilà. Il faut de la musique tribale autour, il me faut une ambiance. Ok, je passe quelques coups de fil. Ce soir, 3h du matin, parking de Vaux. Fight Club à l'ancienne, point non protégé à la dure. Hein. Voilà. N'est-ce pas? Voilà, ok. Prends soin de toi en tout cas et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Surtout les gars, ne lâchez rien et vive ce putain de game.